Bonjour et bienvenue au jeudi de la prévention en Bourgogne-Franche-Comté à destination des entreprises du transport et de la logistique. Aujourd'hui, nous allons parler des questions de handicap dans votre secteur d'activité. De quoi parle-t-on et les premières mesures pour agir. Donc, je suis accompagnée pour ce webinaire d'Émilie Boulin, responsable prévention pour l'AFT Transport et Logistique, de Marie Breton, déléguée régionale Grand Est Franche-Comté pour l'Union TLF, et moi-même, Béatrice Guillon, ingénieure conseil à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ce webinaire durera environ 45 minutes pour vous aider à mieux comprendre les questions liées au handicap, vos obligations réglementaires, comment répondre à l'OETH et une première partie sur les aides et ressources disponibles. Un second webinaire vous sera proposé sur cette même thématique le 21 novembre 2024, donc vous pouvez retenir dès à présent cette date dans vos agendas, qui sera plus orienté sur comment agir pour le handicap avec des exemples concrets de solutions et d'accompagnement. Je laisse la parole à Émilie donc, pour cette première partie. Merci Béatrice. Donc comprendre les questions liées au handicap, c'est déjà redéfinir un petit peu de quoi parle-t-on autour de cette notion de handicap. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction, participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions. Bon, c'est une définition un petit peu complexe, mais on a bien plusieurs catégories de handicap qui peuvent toucher vos salariés. Des handicaps sensoriels, auditifs, visuels, des handicaps mentaux, avec des problématiques liées aux fonctions cognitives, des handicaps psychiques, des handicaps moteurs, et c'est aussi sur cette partie-là qu'on va plus effectivement se focaliser par rapport à des problématiques de dos, d'épaule, de troubles musculo-squelettiques par exemple, ou des maladies invalidantes, puisque vous pouvez avoir des salariés effectivement qui ont pu avoir un cancer par exemple. Aujourd'hui, la plupart des maladies quand même et des handicaps qu'on rencontre sont des handicaps moteurs. Ça représente 45% des handicaps de la société civile. On le verra par la suite, on est davantage sur des chiffres plus importants pour les salariés. Quand on parle de handicap au travail, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de restriction médicale. C'est souvent effectivement par cette voie-là que vous êtes amené à vous questionner sur les problématiques des salariés par l'intermédiaire notamment du médecin de santé au travail qui va dire voilà, votre salarié ne peut pas manipuler des charges supérieures à X kilos, ne peut pas rester dans une posture assise prolongée, le travail de nuit peut être aussi l'objet d'une restriction. Quand on a ce type de restriction, il est important de distinguer ce que le salarié peut réaliser de ce qu'il ne peut pas réaliser, voire de ce qu'il peut réaliser, mais avec des aménagements. Et c'est sur cette notion d'aménagement de poste qu'il y a vraiment des mesures importantes à maîtriser pour maintenir en poste les salariés. Sur la notion de handicap, aujourd'hui, on parle de situation handicapante au travail. On peut avoir effectivement des salariés qui ont des problématiques, des caractéristiques individuelles, des déficiences, des limitations de capacité. Mais c'est bien dans l'environnement de travail et les tâches que les personnes vont réaliser que la situation de handicap va se poser. Aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui ont des problèmes de dos et qui n'ont pas de problème de difficulté pour conduire toute la journée leur véhicule. Par contre, si elles doivent, par exemple, vider des palettes au transpalette manuel d'une tonne en grande distribution, par exemple, elles peuvent être en situation de handicap. Si elles ont juste à livrer des petits colis qui font moins de 10 kilos, elles peuvent ne pas être en situation de handicap. Chaque situation est particulière et c'est bien à un moment comprendre l'inadéquation qu'il peut y avoir entre le profil d'une personne avec son handicap et les tâches qu'on lui demande. Et à partir de là, de se dire quels vont être les aménagements de compensation du handicap. Donc, situation handicapante, compensation du handicap, ce sont deux notions sur lesquelles vous devez vraiment avoir une maîtrise un peu plus fine, parce qu'aujourd'hui, compenser le handicap, ça peut être des solutions techniques, ça peut être aussi des aménagements d'organisation du travail.
Par rapport à cette notion de handicap, c'est vrai que souvent, on a cette notion de reconnaissance travailleur handicapé, hein, qui va permettre de dire, bah voilà, on a un salarié en situation de handicap parce qu'il a une reconnaissance travailleur handicapé. Cette notion de handicap et de situation handicapante, elle peut s'exprimer assez tôt, hein, en tout cas, on peut l'apercevoir à travers l'évolution de la santé de certains salariés, puisque entre le moment où vont commencer à apparaître, hein, des douleurs dans l'activité professionnelle, on peut effectivement avoir assez rapidement des alertes. Oui, la personne a des douleurs aux épaules, a des douleurs au dos. Ces douleurs peuvent être persistantes. Ça peut amener des pathologies, hein, au niveau de l'articulation, par exemple, puisque là, on parle de problématiques motrices. Et à partir du moment où un salarié commence à avoir des arrêts maladie à répétition parce qu'il a des problèmes de dos ou d'épaule, par exemple, on peut effectivement se dire que on va aller malheureusement vers une évolution qui peut être négative de sa santé. Si effectivement l'inaptitude est déterminée par le médecin de santé au travail, souvent on se dit bah tiens, il y aurait peut-être pu avoir une démarche de prévention un peu plus primaire pour anticiper effectivement la dégradation et la perte d'aptitude du salarié. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, la plupart des messages de prévention qu'on véhicule dans les entreprises, c'est de bien avoir une vraie démarche de culture de prévention en amont de l'apparition du handicap, une démarche de prévention collective qui, notamment dans certains programmes comme TMS Pro qui sont promus par la CARSAT, vous permettent de mieux prendre en compte les conditions de travail avant que vos salariés aient vraiment des problématiques de santé dégradées. On a beaucoup d'échanges avec des responsables, des dirigeants, des RH qui travaillent dans vos entreprises de transport et de logistique. Les médecins de santé au travail eux-mêmes, hein, peuvent avoir aussi des a priori sur la compatibilité entre nos métiers et les handicaps. Oui, les contraintes clients sont très fortes, hein. Le fait d'être en entreprise d'accueil, on n'a pas forcément les marges de manœuvre qu'on imagine sur l'adaptation des postes et la mise en œuvre de mesures de compensation. Même au niveau des services de santé au travail, hein, on voit qu'il y a beaucoup d'inaptitudes qui sont déclarées pour ce secteur et même parfois en deuxième position après les aides à domicile. Peu de projets sont vraiment menés, hein, pour adapter les postes parce que ça nécessite des moyens, ça nécessite aussi des compétences. Et puis, bah, ces restrictions médicales qu'on a citées précédemment peuvent vite être incompatibles selon nous avec les contraintes du métier. Et puis en plus, bah, identifier les acteurs de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise qui vont pouvoir vous aider dans ces projets, c'est souvent assez complexe. Donc, on a des représentations négatives sur le handicap. 8 handicaps sur 10 ne se voient pas et n'entraînent pas d'aménagement pourtant. Et pourtant, en plus, 85% de ces handicaps apparaissent bien aussi dans des contextes d'accidents, de vieillissement et d'usure professionnelle. Donc, toute l'entreprise a son, en tout cas, vous avez des marges de manœuvre et il y a des choses à faire. C'est ça qui va faire l'objet de ce webinaire. Donc, on parle d'invalidité, on parle d'incapacité, on parle de RQTH, on parle de restriction médicale. C'est souvent assez compliqué, hein, de s'y retrouver dans tous ces termes. Vous avez aujourd'hui effectivement tout ce qui relève des incapacités temporaires, c'est bien lié à la médecine de soins. Tout ce qui relève des incapacités permanentes, des invalidités et les retraites pour inaptitude au travail, c'est le médecin conseil. Et tout ce qui relève de l'inaptitude au poste, c'est bien votre médecin de santé au travail, hein, du service de prévention qui va être votre interlocuteur. On parle d'inaptitude, c'est vrai que c'est un petit peu par cette entrée-là, hein, que j'ai dit que vous étiez amené parfois à perdre en tout cas un collaborateur. L'inaptitude au poste ne peut être constatée par un médecin que si aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste n'est possible, ou que l'état de santé du travailleur justifie ce changement de poste. C'est très important parce que la recherche d'adaptation et d'aménagement de solutions de compensation, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles et on va en parler. C'est vraiment l'objet du travail qui peut être mené par des ergonomes, hein, des ergonomes de services de santé au travail ou des ergonomes prestataires qui sont dans le cadre d'appels d'offres prescrits par les Cap Emploi pour venir étudier les postes des salariés et les adapter. On y reviendra par la suite. Donc, concernant ces inaptitudes, hein, on le voit, hein, par métier, aujourd'hui, elles sont majoritairement liées à des troubles musculo-squelettiques, hein, donc on l'a dit, problématiques de dos,
problématiques articulaires, d'épaule, par exemple, ou de coude, de poignet. On peut avoir des troubles musculo-squelettiques des membres inférieurs aussi, mais on le voit pour la conduite, 61% des inaptitudes sont bien liées à ces TMS. On a aussi d'autres facteurs d'inaptitude qui rentrent dans une catégorie un peu plus large. On a aussi des risques psychosociaux qui peuvent entrer là-dedans, 7%. Pour la logistique, grosse problématique TMS aussi liée aux manutentions manuelles toujours, et l'exploitation, 41% liée au TMS. Je laisse notre collègue Marie Breton pouvoir nous présenter les obligations d'emploi des travailleurs handicapés. Merci. Donc effectivement, les entreprises sont assujetties à l'OETH et donc on va faire maintenant une présentation de l'OETH. Donc le contexte réglementaire a principalement changé en 2018. C'est le cadre de l'OETH qui a été renforcé, rendant son application plus inclusive et transparente. Les entreprises doivent désormais intégrer davantage de solutions pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, sous peine de sanctions accrues et de sanctions financières. Donc là, vous retrouvez les grands principes de cette loi de 2018 avec le taux plancher de 6%, les ECAP, les exonérations, etc. Alors, il y a deux cas. C'est les entreprises de plus de 20 salariés qui sont assujetties à l'OETH. Donc, les entreprises de plus de 20 salariés, quels que soient les établissements industriels et commerciaux, ils seront tous assujettis à l'obligation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés. Conformément à l'article L5212-3 du Code du travail, l'assujettissement est apprécié au niveau de l'entreprise et non par établissement ou par établissement autonome. Les entreprises sont redevables d'une contribution si le taux d'emploi de personnes handicapées rapporté à leur effectif moyen annuel est inférieur à 6%. Toutefois, pour les entreprises de moins de 20 salariés, effectivement, elles ne sont pas assujetties à l'OETH. Cependant, elles doivent, comme les entreprises de 20 salariés et plus, déclarer en DSN le statut de travailleur handicapé de leurs salariés. Donc, il ne faut pas oublier pour ces entreprises de moins de 20 salariés de faire cette déclaration. Alors, vos obligations réglementaires. Donc, vous allez devoir calculer votre OETH. Et dans un premier temps, on vous encourage à utiliser un simulateur pour projeter les impacts financiers et simplifier les déclarations. Ce simulateur, vous le retrouvez sur le site de l'AGFIP. Il est simple d'utilisation, ça vous permet de faire des projections financières, ça vous fera gagner du temps et vous pourrez personnaliser et vous prévenir de certaines sanctions. Donc, j'encourage toutes les entreprises, avant toute chose, à essayer ce simulateur. Le calcul de l'OETH, il y a vraiment deux grandes étapes. Tout d'abord, le calcul de la contribution brute. Donc, ce calcul, c'est le nombre de bénéficiaires à employer, donc 6% de l'effectif d'assujettissement arrondi à l'entier inférieur. Le nombre de bénéficiaires, moins le nombre de bénéficiaires employés, internes et externes, ça donne un nombre de bénéficiaires manquants. Et ça, vous le multipliez selon votre barème d'entreprise. Vous avez les différents barèmes, 400 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 20 salariés à moins de 250 salariés, par exemple. Ce premier calcul va vous donner la contribution brute avant déduction. Une fois que vous avez cette contribution brute, vous allez pouvoir faire des déductions. Les déductions, c'est par exemple le recours à la sous-traitance, les dépenses déductibles, donc certaines dépenses, par exemple, pour adapter des postes de travail, et les effectifs ECAP. Les effectifs ECAP, c'est par exemple les conducteurs routiers. Donc, une fois ces déductions faites, vous aurez la contribution nette, donc après déduction et avant écrêtement. Là, on peut revenir sur les différentes déductions possibles. Donc, par exemple, la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi hors obligation légale, le maintien dans l'emploi, la reconversion, les prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation et de formation des salariés. Donc, vous voyez, différentes actions sont possibles, comme le recours aussi à des ESAT. Tout ça peut se déduire. C'est important de le savoir et d'en tenir compte dès le départ pour pouvoir en bénéficier si on veut pouvoir descendre sa contribution. Donc, c'est très important et ça vous permet aussi d'avoir une politique RH en interne intéressante auprès de vos salariés. Cette déclaration, elle sera annuelle. La DEOTH devra mentionner sur la DSN
sur un seul des établissements d'entreprise. Vous aurez le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail intérimaire, y compris les entreprises adaptées de travail temporaire ou de groupements d'employeurs. Le montant de la déduction non plafonnée lié à la passation de contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de services avec les EA, ESAT, etc. Le montant de la déduction non plafonnée liée aux dépenses déductibles. Vous avez toutes ces possibilités-là, sachant que vous avez des plafonds. Alors, par exemple, je pourrais vous dire que sous-traitance à des entreprises adaptées ou des établissements de services d'aide par le travail, donc les ESAT, ces déductions sont limitées à 50% du montant de la contribution brute. Donc, c'est des calculs à faire à chaque fois, mais qui sont quand même très intéressants. J'ai mis en jaune l'écrêtement, puisque l'écrêtement, on va en parler dans la slide suivante. Jusqu'en 2024, donc jusqu'à cette année, il y avait une possibilité de faire un écrêtement. C'était une période transitoire, car pour certaines entreprises, la contribution allait être entre guillemets trop violente. Donc, ça permettait d'adoucir un peu cette contribution. Toutefois, on arrive à la fin. Donc, il est très important dès aujourd'hui de faire déjà vos calculs pour cette année et l'année à venir. Au regard de ces différentes possibilités de déduction ou de coûts que cela peut avoir pour vos entreprises, vous avez deux interlocuteurs privilégiés qui sont l'URSSAF et la GFIP. Selon les questions que vous aurez à poser, par exemple, comment déclarer ses travailleurs handicapés et faire sa déclaration DSN, on vous encourage à contacter l'URSSAF. Si c'est pour avoir des conseils RH pour la mise en place de politiques handicap au sein de l'entreprise, vous pouvez contacter la GFIP. Sachant que, par exemple, dans le cas de la GFIP, vous pouvez aussi solliciter des aides, par exemple financières, pour certains points. Donc, il faut vraiment contacter votre AGFIP pour connaître les aides en cours sur un aménagement de poste de travail, sur la mise en place d'un référent RH, sur RH handicap, bien sûr. Voilà, il y a toutes ces aides qui sont possibles. Donc, c'est vraiment deux vecteurs à utiliser en amont avant toute chose. Je voulais revenir simplement sur l'emploi des ECAP. Il y a une liste de 36 catégories d'emplois ECAP, dont font partie les conducteurs routiers. Ces ECAP, en fait, ce sont des métiers pour lesquels les aptitudes physiques ou mentales spécifiques sont nécessaires, souvent dans des environnements de travail où la sécurité est primordiale. C'est pourquoi on a mis le conducteur routier fait partie de cette liste des ECAP. Pour autant, il y en a d'autres et selon votre entreprise, selon votre fonctionnement, vous pouvez être concerné par d'autres emplois. Il y avait par exemple certains personnels de logistique qui peuvent circuler dans des environnements à risque. Donc, à vous de vous renseigner par rapport à cette liste des CAP si vous avez d'autres personnels qui peuvent être concernés. On a souhaité aussi vous mettre une liste de liens utiles. Je ne vais pas les détailler, vous les aurez dans le PowerPoint. Vous pourrez cliquer dessus directement et ça vous permettra d'avoir pour chaque information que vous recherchez une réponse. Comme vous voyez, on a mis deux listes de liens utiles. Il y a vraiment de quoi répondre à toutes vos questions spécifiques. Et après, si vraiment vous n'avez pas vos réponses, je vous encourage à nouveau à revenir vers l'URSSAF ou la GFIP. Donc, ce calcul de l'ETH est vraiment un calcul important à faire, à s'y préparer, d'où l'importance aussi, j'y reviens, d'utiliser le simulateur AGFIP. Mais une fois qu'on a dit ça, vous avez différentes façons de répondre à cette obligation, de pouvoir améliorer votre statut. Et c'est pour ça que là, je laisse la main à Émilie Boulin. Merci. Donc, pour répondre à cette obligation, effectivement, on pense assez souvent au recours à la sous-traitance. Hein. C'est une mesure qui est beaucoup employée pour permettre de faire certaines tâches avec des entreprises adaptées, des établissements type ESAT ou des travailleurs indépendants handicapés. On a aussi les entreprises de portage salarial, si effectivement le salarié est porté par est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Alors, il y a des modalités de prise en compte qui ont été modifiées depuis ces dernières années. Elles sont simplifiées, restent incitatives, et donc effectivement, l'entreprise cliente pourra déduire jusqu'à 30% des coûts de main d'œuvre si effectivement on a une facture dans une limite modulée en fonction du taux d'emploi des personnes handicapées. Je ne rentre pas trop dans les détails. Il y a les surcontributions qui peuvent être évitées aussi en ayant recours à la sous-traitance. Dans les mesures possibles pour répondre à l'obligation, il y a la possibilité effectivement d'embaucher directement des travailleurs handicapés ou de les maintenir en poste, vos salariés en situation de handicap.
Là, je vous ai mis quelques exemples, mais c'est vrai que vous pouvez, par exemple, déjà essayer de mettre en place une politique pour attirer des candidats en situation de handicap. On a des participations à des forums avec notamment des partenaires comme les Cap Emploi ou l'AFT. Quand vous recrutez un collaborateur, effectivement, vous pouvez aussi afficher une politique handi-accueillante et expliquer même dans vos annonces que vous êtes ouvert à des profils de salariés en situation de handicap, comme on peut aujourd'hui avoir une politique d'ouverture sur du personnel féminin. On a des annonces qui aujourd'hui évoluent pour dire, voilà, vous êtes porteur d'un handicap, n'hésitez pas quand même à postuler. On peut étudier la question avec vous. La question du maintien en emploi, j'en ai parlé tout à l'heure parce que effectivement l'inaptitude arrivant assez vite avec des impossibilités malheureusement parfois de reclasser des conducteurs. Comment on maintient en poste un conducteur? Il y a aujourd'hui beaucoup d'intervenants extérieurs qui peuvent vous accompagner, que ce soit votre médecin de santé au travail, les ergonomes IPRP, le Cap Emploi. Tous ces projets-là, on le verra lors du prochain webinaire. On a des outils pour vous aider à maintenir en poste un collaborateur en situation de handicap. Et effectivement, ce qui est important, c'est bien de pouvoir identifier aussi les subventions AGFIP qui peuvent vous aider à financer ces adaptations de poste. Beaucoup de maintien en emploi sont parfois possibles. Alors, j'ai des médecins de santé qui m'ont confirmé qu'un transpalette à assistance électrique était aujourd'hui de grandes ressources pour le maintien en emploi de conducteurs qui avaient des problématiques de troubles musculo-squelettiques, des problématiques d'épaule ou de dos, par exemple. Mais chaque situation est bien à traiter au cas par cas. Dans la plupart des entreprises, il peut y avoir, on l'a vu tout à l'heure, des salariés qui ne sont pas reconnus travailleurs handicapés et qui ont pourtant des problématiques de santé. Donc, à travers des entretiens individuels, RH, des entretiens professionnels, à l'initiative de vos services RH, engager une discussion avec des salariés qui seraient, entre guillemets, en difficulté, qu'ils l'exprimaient ou pas, c'est aussi parfois dire, voilà, tu es éligible à la reconnaissance travailleur handicapé. C'est un statut, en plus, qui apporte des avantages pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié. Il faut pouvoir amener un climat de confiance avec ces salariés pour leur dire, voilà, faites-vous reconnaître. Alors, dans certains cas, effectivement, cette démarche, elle est quand même individuelle, elle doit être menée par le salarié. On voit que il y a quand même des situations où des entreprises, des RH disent, attends, je vais t'aider à monter ton dossier pour la maison départementale des personnes handicapées. La communication sur cette politique de handicap dans l'entreprise, elle peut être menée de plein de façons différentes. On y reviendra, mais ça peut être de l'affichage, de la sensibilisation. On a la Semaine européenne des personnes handicapées, qui est souvent l'occasion pour les entreprises de transport de parler de handicap auprès des salariés. C'est vrai que l'avantage de la reconnaissance travailleur handicapé, elle est pour les deux parties, pour l'entreprise et pour le salarié. On y reviendra. Il y a des outils qui sont proposés par l'AGFIP pour vous outiller sur cette communication. On a la possibilité aussi aujourd'hui d'avoir dans l'entreprise des référents handicap. Alors, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés, mais ces référents handicap, ils peuvent être formés, ils peuvent être accompagnés par la GFIP, ils peuvent intégrer un réseau qui s'appelle le RRH Connect, c'est une plateforme d'information AGFIP dont on vous reparlera aussi, et finalement, former, sensibiliser les équipes, ça peut être aussi, pourquoi pas les managers de proximité qui peuvent être davantage sensibilisés aux problématiques de leurs collaborateurs et être aussi des relais, des témoins auprès de la RH pour dire j'ai un salarié qui est en difficulté, avant qu'une attitude arrive, comment on peut l'aider et l'accompagner. Nous avons donc beaucoup de ressources, d'être disponibles pour vous accompagner. Béatrice Guillon va pouvoir vous en parler. Merci Émilie. Effectivement, alors il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui ont été cités par mes collègues. Vous le voyez sur cette diapositive, il y a un réseau d'acteurs très dense, dont chacun interagissent entre eux. Certains assurent également des missions interdépendantes les unes des autres. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est le salarié et l'entreprise qui sont au cœur de ce réseau d'acteurs. Et alors, je ne vais pas tous les citer, mais on a évoqué la GFIP,
qui propose des services et des aides financières pour les entreprises et les personnes. On a évoqué également Cap Emploi, en charge de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. On a bien entendu les professionnels de santé, avec les médecins traitants, les médecins du travail. Et on a également l'assurance maladie qui protège et accompagne au quotidien les usagers en situation de handicap en leur proposant à la fois des services et des prestations adaptées à leur situation. Je vous propose de faire un focus justement sur les missions du service social de la CARSAT, puisque toutes les entreprises ne connaissent pas encore les missions de ce service social. Leur mission, elle est structurée autour de 2 grands axes d'intervention. Le premier qui est d'accompagner le retour à l'emploi des personnes qui sont fragilisées, soit à la suite d'un accident ou d'un handicap ou autre, difficultés personnelles. Et c'est sécuriser également les parcours en santé en collaborant, entre autres, avec les professionnels de santé. Donc, le rôle du service social de la CARSAT, dans le cadre de l'accompagnement du retour à l'emploi, il est multiple. Il va principalement proposer un accompagnement des assurés, alors soit de manière individuelle, mais également il a la possibilité de proposer un accompagnement de manière collective. Il va également être à l'écoute, bien entendu, et en capacité de pouvoir lever certains freins financiers s'il y en a, et informer, il y a vraiment un rôle d'information également des assurés sur leur situation dans le cadre des législations de la sécurité sociale, du droit du travail et du handicap, afin que l'assuré puisse vraiment prendre les décisions qui leur appartiennent, en toute connaissance de cause. Donc, comment ça va se traduire ? 3 grandes étapes. Dans un premier temps, la rédaction d'une feuille de route qui comportera à la fois les engagements de l'assuré, mais également des repères pour l'aider à respecter ses engagements. Suivront plusieurs entretiens avec un assistant ou une assistante de service social dans le cadre du suivi du parcours de la prévention de la désinsertion professionnelle. Et c'est donc au total plusieurs mois d'accompagnement social dont bénéficiera l'assuré. Je voulais également vous présenter l'espace web d'information et d'orientation qui a été développé donc, par la CARSAT et les partenaires régionaux du maintien en emploi. C'est une plateforme qui vous est destinée avec différentes portes d'entrée, que ce soit les assurés, les entreprises, mais également les travailleurs indépendants. Et cette plateforme, elle est accessible donc depuis le site internet de la CARSAT à l'adresse qui vous est indiquée sur votre écran. Donc, ce site, il a pour ambition de vous donner des clés pour prévenir la désinsertion, la désinsertion professionnelle, et encourager le maintien en l'emploi. Donc, si vous vous demandez comment développer une politique de prévention de la santé au travail, comment aménager des postes dans votre entreprise, sécuriser les parcours des salariés qui sont confrontés à un accident, à un handicap, ou encore ouvrir les portes de votre entreprise au handicap. Émilie en a parlé également avec les différentes solutions pour justement répondre à l'OETH. Cette plateforme va vous guider pour trouver un certain nombre de conseils, d'informations, d'outils au travers de vidéos, au travers d'une pyramide des fragilités que je vous présenterai juste après, qui va vous permettre de pouvoir vous orienter selon votre besoin. Et vous avez également une carte avec les contacts près de chez vous qui sera donc d'une grande aide pour retrouver directement dans notre région, en région Bourgogne-Franche-Comté, si je veux m'adresser à la GFIP ou à Cap Emploi, d'avoir les contacts directs. Donc, je vais vous parler d'une pyramide. Voilà à quoi elle ressemble. Alors là, je vous présente celle qui est à destination des entreprises, bien entendu. Vous voyez, à chaque étage, en fonction de votre besoin, vous cliquez sur un étage et ça va vous présenter un certain nombre d'informations. Vraiment, vous trouvez une mine d'informations dans cet espace avec des exemples de solutions techniques, organisationnelles, des outils, des vidéos, des fiches, des liens vers les sites partenaires, des exemples de situations aussi, d'assurés. Donc, vraiment, je vous encourage à aller sur cette plateforme
pour répondre à vos questions également. Et vous avez également une série de 8 podcasts d'une dizaine de minutes chacun qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par un accident, un handicap ou une maladie. Ici, là, sur votre écran, vous avez 2 exemples de podcasts qui concernent des chauffeurs routiers. L'un qui a été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail et le second qui a eu un accident également de travail, qui a eu les jambes happées par son camion. Et dans ces podcasts sont interviewés du coup l'assuré, mais également des partenaires qui les ont accompagnés dans leur parcours pour retrouver un métier et se réinsérer dans la vie professionnelle. Donc, c'est vraiment des cas très intéressants aussi à pouvoir écouter et qui sont à votre disposition sur cette plateforme. Et encore une fois, vous y trouverez tous vos contacts de la région. Il existe bien entendu d'autres sites, tous les acteurs et partenaires qui sont dans le réseau du maintien en emploi, chacun a une plateforme dédiée. Là, par exemple, vous avez la plateforme AGFIP, vous avez le réseau des Cap Emploi, France Travail. Donc, d'autres sites, d'autres ressources et d'autres aides vous seront présentées lors du prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas à suivre et réserver vraiment la date du 21 novembre pour suivre cette seconde partie qui sera consacrée également à des témoignages sur des exemples concrets de solutions et d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur cet écran-là. On vous y répondra dans les meilleurs délais. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez à l'adresse partenariat.prévention@carsat-6bfc.fr. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. On espère que toutes les informations qui vous ont été délivrées vous seront utiles. Je remercie Émilie et Marie de leur intervention. Si vous voulez dire un petit mot, Émilie, Marie. Oui, merci Béatrice. Effectivement, on vous invite à vous connecter le 21 novembre pour la deuxième partie de ce webinaire, parce que l'idée, c'est de vous présenter des mesures de compensation, des outils spécialement transport et logistique, et puis vous éclairer un petit peu plus sur les solutions proposées par la GFIP pour vous accompagner. L'idée, c'est vraiment que cette contribution financière ne soit pas un poids, mais au contraire qu'on la change, qu'on la transforme en trouvant des réponses et des solutions pour baisser cette contribution financière et rendre nos entreprises plus inclusives. Eh bien, merci pour ce dernier mot de la fin. Encore merci et à bientôt. Au revoir.